Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne les clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 77. Il s'appelle « Bouillonnement de pensées et d'émotions. Comment retrouver la sérénité et poser les actions justes ». Quand on traverse des moments de vie difficiles, nos réactions sont souvent très vives et intenses. On peut se retrouver aux prises avec beaucoup d'émotions difficiles à vivre, comme la peur, la colère, la confusion, la tristesse, le sentiment d'impuissance. Tout un tas de pensées nous submergent et on peut tomber dans l'agitation ou dans la paralysie, dans l'abattement. C'est difficile dans ces moments-là de retrouver de la clarté d'esprit et de renouer avec la sécurité intérieure et l'énergie de poser les actions justes. J'aimerais dans cet épisode te proposer des choses pour t'y aider. Ma première invitation est une invitation à te déconnecter des écrans. Quand nous sommes inquiets comme ça, nous pouvons avoir le réflexe d'aller chercher beaucoup d'informations. C'est un réflexe de survie. Les premiers hommes devaient être très vigilants à chercher tous les signes de danger dans leur environnement pour se protéger. Notre corps fonctionne toujours de façon à nous donner envie de chercher l'information anxiogène. On ressent du stress, ça libère de l'adrénaline et on peut devenir d'une certaine façon addict à ces sensations. Et à force, la charge émotionnelle nous épuise. Parce que notre biologie n'est pas capable de métaboliser la quantité exponentielle d'informations auxquelles nous sommes exposés. Nos ancêtres géraient une peur à la fois. Ils faisaient face à un prédateur. Mais aujourd'hui, c'est comme si toute la jungle était à nos trousses. D'autant que notre système limbique ne distingue pas une vraie menace d'une fausse menace. Il réagit à toutes les menaces comme si c'était une menace pour notre survie. Suite aux attentats de Boston, des études avaient montré que ceux qui avaient passé plus de 6 heures devant les infos avaient un niveau de stress post-traumatique plus élevé que ceux qui avaient réellement assisté aux attentats. C'est fou quand même. Donc passer des heures devant les chaînes d'information continue, c'est pas forcément une bonne idée. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux non plus. C'est un lieu d'expression propice à la simplification, à la pensée binaire et choquante, plutôt qu'à la pensée complexe et à la nuance. Il me semble que la crise que nous traversons a tendance à renforcer beaucoup de personnes dans leur certitude, chacun interprétant les événements d'une façon qui vient confirmer, voire radicaliser ce qu'il croyait déjà. Sur Internet, dans le flot de partages provenant de spécialistes ou non, on trouve toujours des choses qui nous permettent de nous conforter dans ce qu'on pensait déjà. La prolifération des fake news sur les réseaux sociaux alimente ce processus. Plus les défenseurs d'une conviction se radicalisent, plus ceux qui ont une conviction divergente se radicalisent en réaction. Et les échanges sur les réseaux sociaux deviennent souvent bien plus vifs qu'ils ne le sont quand on se parle en face à face. Donc, si tu te sens stressé, déconnecte-toi un peu des chaînes d'infos et des réseaux sociaux. Offre une pause à ton système limbique. Laisse-le respirer. Il y a une très grande corrélation entre le temps passé devant les écrans et le niveau de déprime ou de dépression. Alors attention, pas de quiproquo. Ce que je suggère, ça n'est pas de se réfugier dans un déni de réalité, de fermer les yeux face à la détresse des autres, aux problèmes et aux dangers du monde. Au contraire, à mon sens, c'est important d'être lucide. Mais juste ne pas tomber dans un rapport addictif aux informations anxiogènes, parce qu'à part te faire du mal, si ça ne débouche pas sur une action utile, ça ne sert à rien. La prise de conscience d'un danger est d'autant plus difficile à vivre quand on se sent impuissant à réagir. Ça m'amène à ma deuxième proposition. Prendre le temps de discerner ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Clarifier où est notre possibilité d'action. Quelle est notre zone de pouvoir, de liberté et de responsabilité ? Et mettre toute notre énergie à cet endroit-là. Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 34, qui s'appelle « Ce qui dépend de toi ». Très souvent, on consacre beaucoup d'énergie sur les zones qui ne sont pas de notre contrôle, et on ne réalise pas, par contre, les zones sur lesquelles on peut agir.
Et c'est assez désespérant de se battre comme ça contre des moulins à vent, de sentir que notre énergie s'éparpille sans résultat. Par contre, quand on réussit à orienter notre énergie sur les choses utiles, on ressent un apaisement, de la joie, de la satisfaction. On renoue avec notre puissance. Mes prochaines propositions concernent justement cette zone de contrôle où il me semble intéressant de concentrer autant que possible notre énergie. La première chose sur laquelle nous pouvons agir, c'est nous-mêmes, en accueillant nos émotions et en clarifiant notre esprit pour identifier nos besoins, en nous connectant à notre cœur pour répondre à ces besoins en posant les actions justes. D'abord donc, l'accueil de tes émotions. Je t'invite avant toute chose à beaucoup d'indulgence vis-à-vis de toi-même. Si tu te sens triste, désemparé, inquiet, en colère, découragé, abattu ou perdu, c'est normal. On traverse une période particulièrement difficile. La croyance que l'on devrait pouvoir être toujours heureux peut nous faire encore plus de mal. Sur ce sujet, tu peux écouter l'épisode 15, Toujours heureux. Cette croyance que l'on devrait être heureux tout le temps ajoute un sentiment de honte, de culpabilité ou de condamnation des autres, parfois encore plus difficile à vivre que l'émotion initiale. Si tu considères que ça n'est pas normal de ressentir ces émotions et que les autres en sont responsables, qu'ils devraient agir de façon à ce que tu te sentes bien, tu abandonnes la responsabilité de ta vie émotionnelle. Tu t'enfermes dans l'impuissance. Et si tu t'en veux de ressentir ces émotions douloureuses, si tu essaies d'y résister ou de les dénier, elles prennent de l'ampleur et tu ajoutes une couche de souffrance à la douleur initiale. Sois indulgent et doux avec toi-même. Il s'agit aussi de faire preuve d'une certaine humilité. L'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas. L'humilité d'accepter que l'on ne réagit pas toujours de la meilleure façon. Oui, parfois on tombe dans des réactions qu'on aurait préféré ne pas avoir. Égoïsme, jugement, critique des autres, malveillance. Après tout, nous ne sommes que des humains. Une certaine humilité vis-à-vis de nous-mêmes nous permet de le reconnaître au lieu de s'enfermer dans une auto-justification de notre comportement, de nous réfugier dans l'accusation des autres ou de mettre en place une résistance interne rigide qui nous empêche d'entrer en contact avec notre souffrance et avec nos erreurs. L'humilité nous permet de reconnaître aussi quand nous avons besoin d'aide. La plus grande des forces n'est pas de n'avoir aucune faiblesse. La plus grande des forces est d'accueillir toutes nos faiblesses. Dans les moments difficiles, plutôt que d'essayer d'être fort ou de positiver, commence par ouvrir ton cœur à tout ce qui vit en toi. Accueille-le avec douceur. On ne peut pas changer ce qui apparaît et disparaît en nous et autour de nous, mais on a le pouvoir de changer la relation avec tout ce qui apparaît et disparaît. Accueille tes émotions et écoute ce qu'elles ont à te dire pour voir plus clairement comment tu peux agir. Accueillir tes émotions avec douceur, ça t'apporte un soulagement instantané. Ça te permet de goûter à la vie telle qu'elle est, à partir d'un endroit calme et ouvert. Ça te permet de prendre conscience des pensées qui provoquent ces émotions. Nous ne sommes pas nos pensées, et nos pensées n'ont pas toujours raison. Tout un tas de biais cognitifs entrent en jeu dans notre interprétation de la réalité. Quand tu prends conscience de ton discours intérieur, tu commences à te désidentifier de tes pensées. Ça te permet de vérifier si tu es d'accord avec elles, si tu les trouves justes et constructives pour toi et les autres, ou si tu préfères les laisser passer sans y prêter d'attention. Ça te permet de voir quand tu t'es laissé embarquer par ton cinéma intérieur, et de voir aussi quand il y a un message juste que tu n'as pas encore entendu. Ça te permet de remonter à la source de tes besoins, et de voir quelle réponse tu peux apporter à ton besoin. Aspirer à ne pas ressentir d'émotions pénibles, ça n'est pas une bonne idée. D'abord parce que ça n'est pas réaliste, et ensuite parce que ça n'est pas souhaitable. Chaque émotion a une fonction. La peur nous permet de nous protéger, en respectant le confinement et les gestes barrières par exemple. La colère permet de poser des limites, de défendre son espace vital, de dénoncer des injustices. On a parfois du mal à accepter sa colère, mais il y a de saines colères. Par exemple, la colère qui résulte d'une injustice. Si cette colère s'enlise dans la plainte, ça nous maintient dans une position de victime.
Par contre, si cette colère nous permet de formuler une demande précise, de poser une action pour réparer à notre mesure une part de l'injustice, ça devient une énergie constructive qui nous nourrit. C'est le nom de transmutation, le nom qui refuse le réel tel qu'il est pour le transformer. La tristesse permet de lâcher prise et de trouver du réconfort chez les autres. Il y a aussi la tristesse qui vient de la compassion, cette tristesse que l'on ressent face à la souffrance de l'autre. Actuellement, nous ressentons beaucoup cette compassion pour ceux qui ne peuvent plus travailler actuellement, comme les petits commerçants, les indépendants qui se retrouvent à nouveau sans ressources et aux prises avec une profonde inquiétude pour leur avenir. Nous ressentons de la compassion pour ceux qui sont confinés, seuls, très isolés. Nous ressentons de la compassion pour ceux qui ont perdu un proche, qui sont touchés par la maladie. Et bien sûr, nous ressentons de la compassion pour les plus pauvres d'entre nous qui souffrent plus que tous de la situation actuelle. Des personnes que le Covid a fait tomber dans la pauvreté. Pour ceux qui sont dans la rue alors que le froid arrive. La tristesse de la compassion provoque l'entraide et la solidarité. Elle nous donne envie de venir en aide pour soulager cette souffrance. Quand cette envie ne débouche pas sur une action concrète, ça nous épuise. Si nous nous sentons impuissants à agir, nous restons bloqués avec cet élan naturel du cœur qui ne peut pas s'exprimer. Là aussi, il y a une certaine humilité à avoir. L'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas prendre en charge toute la douleur du monde. Et en même temps que cette humilité, nous pouvons nous ouvrir à notre puissance d'agir. Ouvrir nos yeux à ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, par exemple, c'est nous réveiller chaque matin avec des questions du type « Que puis-je faire aujourd'hui pour faire plaisir à quelqu'un ? Comment est-ce que je peux prendre soin des autres aujourd'hui ? Comment puis-je les considérer, leur accorder mon attention, mon aide concrète ? Comment puis-je faire mon travail avec cœur ? Quelles sont les associations autour de moi qui œuvrent pour aider les plus démunis ? Comment puis-je leur apporter ma contribution ? L'énergie va là où tu portes ton attention. Ce type de questions permet de se décentrer de son propre discours intérieur. Elles nous permettent de libérer notre esprit pour libérer nos cœurs. Elles nous connectent à cette formidable énergie du cœur qui est toujours présente. Elles nous permettent de nous mettre en mouvement. Comme l'a dit Bouddha, le bonheur naît de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Quand tu laisses de la place à ces émotions pénibles, au lieu de les dénier, ça donne de l'espace aussi aux émotions agréables, qui te feront te sentir bien et qui te permettront d'agir utilement. Quand ta posture intérieure change, ta perception du monde change aussi. Tu peux de façon intentionnelle tourner ton attention vers ce qui te mettra en contact avec ces émotions agréables à éprouver et qui te permettent d'avancer. Des émotions comme la gratitude et l'admiration. Je suis pleine d'admiration et de gratitude pour tous ceux qui trouvent actuellement l'énergie de se lever chaque matin pour aller travailler, qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent et apportent de la valeur au monde par leur travail. Salariés, fonctionnaires, entrepreneurs, professions libérales, artistes et artisans. Toutes les personnes qui œuvrent dans les associations pour venir en aide aux plus démunis. Chacun à son niveau apporte sa pierre pour que notre société fonctionne. L'émerveillement devant la beauté époustouflante de la nature toujours offerte, l'appréciation de toutes les formes de plaisir que nous procurent nos sens, l'indulgence et l'écoute vis-à-vis des autres. Chacun réagit comme il peut. On ne sait pas quel enfer il est peut-être en train de traverser. Et ça n'est pas parce que l'autre ne réagit pas comme nous que ça veut dire que nous on a raison et que lui, il a tort. Le plaisir incomparable d'échanger avec les êtres les plus proches, de pouvoir être pleinement soi dans des échanges cœur à cœur, le plaisir de se sentir entendu, compris, le plaisir d'apprécier l'autre tel qu'il est, de l'écouter avec l'envie sincère de lui faire du bien, le plaisir de rire et de faire rire. Retrouver la capacité de rêver pour imaginer le monde tel que nous aimerions qu'il soit et commencer chacun, dès à présent à notre niveau, à contribuer à le faire advenir. Ce que je te propose cette semaine, c'est d'abord de vérifier le temps que tu passes devant les écrans et d'accorder à ton système limbique des temps suffisants de déconnexion. La deuxième chose, c'est un retour à toi en 3 temps.
D'abord, te laisser vivre tes émotions pénibles. Ensuite, voir quelles pensées les ont provoquées et vérifier si ces pensées te semblent justes et constructives. Et enfin, identifier quels sont tes besoins non assouvis derrière ces émotions. Tant que tu n'auras pas agi pour répondre à ce besoin, l'émotion va revenir en boucle. Peut-être que tu vas identifier un besoin de contribuer au bien d'autrui, derrière l'émotion de tristesse provoquée par la compassion. Ou tu vas reconnaître un besoin de plus de justice derrière ta colère. Pour répondre à ces besoins de contribuer ou de plus de justice, tu peux te tourner vers les associations qui œuvrent actuellement pour aider les plus démunis. Et c'est ma dernière proposition aujourd'hui. Partagez dans les commentaires de cet épisode, sur la page Facebook, LinkedIn ou YouTube, les associations que tu connais. Partout en France, il existe des associations qui œuvrent au quotidien pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Dans ces associations, il y a souvent des personnes âgées, des retraités, qui sont donc des personnes vulnérables au Covid et qui ne peuvent pas actuellement continuer à œuvrer sur le terrain, alors que c'est un moment où de plus en plus de gens se trouvent en situation de pauvreté. Alors pour ceux qui souhaitent apporter leur contribution à ces associations, ça peut être chouette de découvrir celles qui existent et qui n'ont pas toujours une grande visibilité. Tu peux apporter ta contribution financière ou tu peux œuvrer sur le terrain. Les associations transmettent les attestations qui t'autorisent à te déplacer pour apporter ton aide. Pour ne citer qu'un exemple récent, en mars dernier à Lille est né un mouvement solidaire pour offrir aux plus démunis des plats cuisinés par des particuliers. Il s'appelle #PourEux. Ce mouvement s'est étendu à Lyon, Paris, Rouen, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Bruxelles, Liège, Bogota ou Montréal. Le principe de fonctionnement est très simple. Un bénévole prépare un ou plusieurs paniers repas avec entrées, plats, desserts et boissons. Il inscrit sur un formulaire l'heure à laquelle les papiers sont disponibles et ses coordonnées. Les livreurs à vélo cochent sur l'application les commandes qu'ils acceptent de prendre en charge, viennent chercher les paniers et distribuent les repas dans les rues de la ville. Le dispositif est volontairement souple. Cuisiniers comme livreurs n'ont pas à être réguliers. Et c'est très simple d'y participer. Tu tapes #PourEux sur Internet ou sur Facebook et tu trouveras toutes les explications. Tu peux aussi donner des vêtements ou des produits d'hygiène. Donc allez-y, donnez de la visibilité aux associations que vous connaissez. Partagez les liens et les coordonnées de ces associations dans les commentaires de l'épisode sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Si tu œuvres toi-même dans une de ces associations, partage ton expérience pour inspirer d'autres personnes. Merci. Je te laisse avec cette citation de Plutarque. Il n'est pas seulement plus noble, mais aussi plus doux de faire du bien que d'en recevoir, car rien n'est aussi fertile en joie que la bienfaisance. Si tu aimes écouter ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Rejoins-nous en m'envoyant un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Si tu penses que ce podcast peut être utile à d'autres, partage sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire sur Apple Podcast. Merci, à bientôt.